Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Yakikwa, le podcast enflammé qui vous dit tout sur le bois brûlé japonais, le yakisugi. Aujourd'hui, je reçois Laurent Guillot qui explore toutes les facettes du bois brûlé depuis plus de 21 ans, soit bien plus longtemps que moi. Laurent va nous partager sa connaissance incroyable et son amour pour le feu. Il nous détaillera son expertise de fabrication du bardage en bois brûlé. Et le plus incroyable, c'est que tout ça a commencé il y a 30 ans par la fabrication d'un oud. On retrouve Laurent dans un instant, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast avec Laurent Guillot. Je suis Guillaume de Soleco, spécialiste de la protection naturelle du bois par les huiles et par le feu. Retrouvez tous mes conseils et astuces sur le blog sol-eco-huile.fr. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bonjour Guillaume, ça va très bien. Alors Laurent, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Comment tu es arrivé au bois brûlé? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et pourquoi je t'interroge? Parce que selon moi, tu es un expert, mais comment peux-tu Merci. expliquer ton expertise aujourd'hui du bois brûlé et une expertise qui est bien plus large, hein? Eh bien, écoute, le bois brûlé a commencé en 2001, 2002, pardon, dans mon travail de sculpteur, mais j'avais très souvent la réflexion de la part des clients d'avoir des bois qui leur rappelaient leur grand-père, l'atelier de menuiserie, et cetera, sans jamais voir en fait la forme des pièces, ce que je voulais y mettre et tout ça et j'ai voulu supprimer finalement la notion du bois dans mes pièces sans qu'on puisse distinguer, que c'était vraiment du bois. Par le C'est-à-dire feu, que, du coup, en modifiant par le sa feu. perception. Exactement, on ne savait pas si c'était du métal, du bois, du charbon ou autre, et j'avais plus du tout ces réflexions mon grand-père était menuisier Est-ce que tu et mélangeais des patines aussi avec, du coup, ou est-ce que heu, c'était vraiment juste par la flamme? heu, en général, c'était brûlé, brossé le côté argenté, du bois, après traitement, huilé, permettait d'avoir une finition presque métallique. J'ai pu faire des patines avec du graphite aussi en plus, pour vraiment obtenir plus de côté brillant. Comment dire? Des différents essais aussi avec, du nitrate de fer, des choses comme ça dont certains ont fait vraiment leur spécialité aussi, hein, donc je suis très vite détaché de ça. À l'époque, Marc Ricourt, par exemple, qui a beaucoup utilisé et qui utilise toujours ces patines, à l'oxyde de fer. Hem on l'obtient, c'était quasiment à la même époque. En fait, chacun se cherchait, hein, Christophe Noncé aussi, hein. On était, tous dans des démarches, à peu près, similaires. Moi, le feu, je l'ai ramené des États-Unis. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait une résidence d'artiste à Philadelphie en 2002 et puis, en fait, j'ai découvert là-bas que, un artiste, était arrivé en résidence l'année d'avant et avait brûlé les pièces de tous ses collègues. Et c'était sa démarche artistique. Donc c'est ça qui était amusant je me suis dit: «Mais on a des rendus incroyables et c'est super quoi, allez, gros chalumeau». Je m'achète un chalumeau et en octobre 2002, j'ai fait une grande pièce, une grande sculpture, que j'ai complètement brûlée, brossée et on était sur un noir profond qui me plaisait énormément et j'ai continué. Ensuite, Sur quelle essence, cette grande sculpture? C'était en frêne. Alors le frêne se brûle très, très bien il donne, vraiment un craquelé, exceptionnel, une finition, brossée qui est aussi magnifique et hem et ça va être une de mes essences en sculpture de prédilection parce qu'elle a vraiment, un caractère, assez fabuleux, hein. C'est quand même le roi des bois, pour les Vikings et voilà quoi, donc c'est vraiment une essence que j'affectionne beaucoup, même si j'en travaille beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai même une collection de 600 essences à l'atelier. Cette histoire du bois, Laurent, elle a commencé, je crois, encore bien avant, hein, que 2002. Tu as eu avant une autre vie. Oui, alors, j'ai fait des études de musique, en professionnel et puis, je suis batteur en professionnel,
Et donc, ça a été ma carrière dans les années 90. Où j'étais batteur de Jane Birkin aussi, de Gérard Lenormand. Voilà, donc Birkin, Feu Birkin, on a passé un an ensemble, hein, en tournée en 97. Mais en tout cas, en 93, moi, j'ai fabriqué un oud, en fait, parce que passionné de la musique de Rabia Bouhalil, d'Anwar Prahem. Et puis, en fait, voilà, j'ai voulu tout faire de A à Z. Et j'ai découvert le palissandre, les ébènes, citronniers, et les épicéas pour la table, etc. Ça m'a passionné pour le bois. Et puis, comme j'ai voulu faire absolument les chevilles du oud, les 12 chevilles, eh bien, je me suis initié au tournage. Et du tournage, bah, le virus m'a pris. Voilà. Et j'ai continué le tournage exclusivement pendant une quinzaine d'années. Et puis, de fil en aiguille est arrivé l'ébénisterie, la menuiserie, fabrication de portes et fenêtres, les escaliers, de l'agencement, puis la charpente. Et puis, tout en continuant à brûler le bois à partir donc de 2002. Et puis, progressivement, j'ai voulu utiliser cette caractéristique du bois brûlé pour le bardage, que m'a fait découvrir un architecte, Pierre Bouisset, pour ne pas le citer, du Havre, euh, qui m'a parlé justement du Ikisugi, hein, méthode traditionnelle japonaise. Je dis, mais c'est fantastique, on va pouvoir mélanger nos bardages classiques, voire s'inspirer de leur bardage, de leur technique, et aller beaucoup plus loin dans la démarche, localement en tout cas. D'accord, donc cette histoire depuis la musique jusqu'au bardage, c'est vraiment un chemin extrêmement singulier. Comment tu es passé du coup de la sculpture à l'architecture? Comment donc il y a eu cette rencontre avec cet architecte, c'est vraiment ça qui a déclenché Pas celui-là. ce Non, changement non, d'échelle? pas vrai. Entre la sculpture et le bois brûlé, d'autres architectes que j'ai pu rencontrer, hein, avec qui on a fait de l'agencement, mais c'était plutôt vraiment agencement intérieur, architecture d'intérieur, puis progressivement des projets plus importants. Euh, ma société de charpente, j'ai créée en 2012, donc il y a 11 ans. Et puis, je suis directement parti sur des projets, euh, d'abord en bois noirci, mais qui étaient initiés par l'architecte, en bois peint, avec des systèmes d'huile belge. Je sais Des pas huiles si teintées tu connais. c'est ça, des Voilà, huiles teintées. avec des pigments. Donc, Et cette démarche que tu as depuis le début, qui est une démarche de précision, de recherche, qui est assez technique, hein. Il y a un côté scientifique peut-être qui vient de la lutherie, où effectivement, ah tu le oui, disais il y oui, a un clairement, instant, clairement. Et cette l'architecture aussi, hein. précision et de l'architecture. Mais je dirais que la lutherie, on est encore à une échelle de précision beaucoup plus fine, parce que Oui, bon, dans l'architecture, on est peut-être au millimètre, mais en lutherie, le millimètre fait que ça sonne ou ça sonne pas. Donc, exactement. là, c'est ce que j'aime chez toi, c'est cette précision que tu as toujours appliquée dans l'évolution de ton activité, parce que tous les professionnels ont une activité qui évolue, mais tout le monde ne met pas cette recherche, cette précision à trouver les bonnes informations, à tester soi-même. Et en parlant de tests, je sais que tu avais accueilli des stagiaires et avec lesquels tu as mis des processus de recherche et de tests Alors, autour du bois brûlé. c'était à l'initiative d'une amie architecte rouennaise qui m'a appelé en me disant, voilà, j'ai ma fille qui fait des études de biologie et qui aimerait faire sa thèse sur le bois brûlé et pouvoir enfin dire si véritablement le bois, ça le protège vraiment et ça lui donne une pérennité.
Est-ce que ça lui fait changer de classe ou pas? Et est-ce qu'on a véritablement des avantages à faire du bois brûlé? J'ai trouvé l'idée géniale. Quand tu dis changement de classe, c'est changement de classe de durabilité, hein. Tout à C'est pas fait. la changement de classe, je passe de la biologie à la menuiserie, par exemple, pour la fille de Exactement, cet exactement. ami. Ah oui, non, 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 on parle pas de classe sociale, là, du tout. Non, 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 changement de classe, hein, de 1 à 5, hein, pour toutes les essences, elles sont classifiées comme ça. Donc, classe 4, bah, qui peut être en contact direct avec le sol en permanence. Classe 3, modérément, mais en contact avec le sol, mais avec assèchement régulier, etc. Bon. Et classe 5, qui pourrit très vite. Donc, connaissant bien les essences par rapport à leur durabilité, bah, on a fait pas mal d'essais avec du bouleau, du frêne et du châtaignier. Alors, échantillon représentatif pour le châtaignier. Le frêne, classe 2, on s'est dit, bon, bah, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le bouleau, classe 1, on va voir si ça marche. Voilà, donc tous ces essais-là ont été assez longs à mettre en place parce qu'il y avait des problèmes de budget, des problèmes d'étuves, des problèmes, etc. Donc, je les ai mis en contact avec le CIRAD sur Montpellier pour justement avoir des échanges avec la scientifique qui s'occupe de la classification des bois, puisqu'on a des fois des essences qui sont nouvelles, hein, qui doivent être classifiées. Et bah, ils ont reçu un échantillon de termites et de mérules qui, en fait, ça va sembler un peu léger, hein, parce qu'on a quand même des champignons qui sont spécifiques à chaque essence, et des insectes aussi. Mais en tout cas, la représentation, c'est ça, c'est la mérule pour représenter les champignons et les termites pour représenter les insectes, même s'il y a plein d'autres xylophages et plein d'autres phytophages. Euh, Et du coup, alors, les conclusions de cette étude, qu'est-ce que ça a duré combien de temps et est-ce que vous avez pu faire des conclusions aussi déjà? bah, c'est une bonne question. Ça a duré quasiment un an, on s'est vu à ce moment-là, hein, à mon atelier, avec Pia. Euh, en fait, ça a donné que Oui, on a fait une réunion chez toi avec Pia Wood Monnier, qui a été interrogé dans le premier podcast de cette série Yaki quoi. oui. Euh, Donc, le résultat, ça a été que bah, le châtonnier, bah, on sait que c'est un classe 3, c'était classe 3. L'étude qu'ils ont menée avait un élément supplémentaire qui était vraiment intéressant sur la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, une goutte d'eau était examinée après dépose sur le bois brûlé, puisqu'on a fait bois brûlé brossé et bois huilé, et bois brut aussi, pour avoir un échantillon de comparaison avec les fameuses termites et la fameuse mérule. Donc, c'est quand même pas mal c'est pas des plaques de gélose, hein, mais pas mal d'échantillons et de boîtes. Et le boulot a donné d'excellents résultats. Le test à la goutte d'eau a montré qu'il n'y avait pas de pénétration d'eau grâce au charbon. Pour l'âge du bois. Le frêne était beaucoup moins concluant, c'est-à-dire qu'on avait une attaque quand même de la mérule et une attaque de, Des termites? et le châtaignier bah, a donné des bons résultats, hein. Donc il y a pas eu de souci là-dessus. Mais Sur l'ensemble des échantillons. Est-ce que après l'ensemble on des arrive à échantillons. classifier? Donc ça c'est intéressant. Le boulot finalement, il est classé comment le boulot? Classe 1. Classe 1. Classe 1. Ok. Mhm. Alors en même temps, il y a boulot et boulot parce que suivant comment il pousse, on a des boulots qui sont plus ou moins denses. Exactement. Euh, Après, on peut avoir aussi je pense comment dire, au peuplier. On a un peuplier qui est classe 3, alors que tous les autres sont classe 1, ouais. le grisard. Donc, ce qui fait que, il était employé en charpente, le grisard, hein, bah, parce que justement, il est classe 3. Après, on parle aussi d'époque de coupe, hein. Pour l'aune, par exemple, si on la coupe en lune noire, bah, on va obtenir des bois, une fois secs, qui seront aussi résistants que le chêne. C'est ce que disent les anciens. Après, tout ça demande d'être vérifié, recoupé, etc. Donc, ça demanderait en fait d'avoir un budget assez important
pour reclassifier pas mal d'essences locales, sur la centaine d'essences locales qu'on peut avoir qui sont utilisables, que ce soit petites essences ou grosses essences. Il serait très intéressant de reclassifier tout ça avec le bois brûlé et de mener une étude complète qui demanderait certainement plusieurs années avec un budget conséquent pour voir véritablement L'amélioration les mécanique. améliorations que pourrait donner le bois brûlé et voir aussi le bois huilé avec de l'huile Tout de à prune, fait, par exemple. par exemple. Alors Laurent, c'est vraiment intéressant que tu nous partages cette étude et c'est vrai, comme tu l'as souligné, il faudrait vraiment qu'on puisse mener ces études, ces recherches à plus grande échelle, de manière à créer vraiment un référentiel, une base commune de connaissances autour du Tout à bois fait. brûlé et sur l'ensemble des essences de bois qu'on utilise le plus souvent. Maintenant, on me pose souvent la question de savoir comment on brûle le bois, avec quoi et comment on le pose dans le cadre de l'architecture. Est-ce que, déjà sur la première étape, le brûlage, est-ce que tu peux nous partager quelques astuces, quelques informations, un process que tu as mis au point pour brûler efficacement le bois? Bah, en fait, j'ai rien inventé. J'ai rien du tout inventé. C'est-à-dire que le phénomène de Venturi qu'utilisent les Japonais dans des bras zéro fonctionne très bien. En revanche, on est limité un petit peu en termes de longueur de planche. C'est-à-dire que on sait qu'on va avoir un beau résultat, que ce soit au bras zéro ou même au chalumeau, avec des planches de 2,50 m, 3 mètres de long. Au-delà, on a quelques petits déficits de brûlage avec des planches qui nécessitent d'être reprises au chalumeau. Quand tu parles là de la technique traditionnelle en liant En trois triangle. planches ensemble, voilà. Trois planches ensemble avec fil de fer. On crée des petits effets Venturi avec un petit coin pour ouvrir en fait l'effet Venturi Créer pour une des appels d'air, accélération. voilà, qui vont Exactement. guider les flammes dans Et les toute la flammes vers le colonne haut. de. Tout à fait. Moi, sinon, bah, j'utilise un tréteau métallique sur lesquels je pose trois. Je t'ai envoyé des photos d'illustration sur trois triangles formés, euh, posés sur mes tréteaux, hein, où bah, créant euh, un tube qui monte vers le haut, en fait, hein. Donc, je brûle par le bas, je brûle aussi par le haut, et j'essaie d'avoir quelque chose de plus uniforme possible. Et quand j'ouvre, bah, quelquefois mes bords sont un petit peu moins brûlés, donc je les reprends au chalumeau. Mais dans l'ensemble, euh, c'est euh, c'est une méthode qui fonctionne assez bien, ouais. Donc, tu travailles principalement avec la technique traditionnelle Mais au euh, chalumeau. et au chalumeau également. J'ai fait le bras zéro, mais c'est quand même plus rapide au chalumeau. D'accord. Est-ce Parce que que pour toi, il y a une différence entre brûler ou avec la cheminée, la méthode traditionnelle, ou au chalumeau? bah, au niveau du résultat, il n'y a pas énormément de différence, mais il y a une maîtrise à avoir au bras zéro, puisqu'en fait, on peut avoir une inflammation beaucoup plus importante en pied de tube triangulaire, qui fait que le bois pourrait, quand c'est prêt en haut, bah, en bas, c'est complètement cramé. C'est ça. Donc Donc, il faut se déjà, ça méfier. Il y a exclut. vraiment une technique à maîtriser et puis beaucoup plus de manipulation. C'est-à-dire qu'on doit tenir avec des gants, le tube, c'est beaucoup plus sollicitant, hein, et donc, ça prend forcément plus de temps. Le fait de retourner aussi en Ça, cours de brûlage, c'est un geste assez technique qui est pas super bon pour le dos. c'est ça, euh, c'est ce ça. mécanisme de rotation. Il y a aussi le fait du coup que ça exclut les planches de bardage profilées, Ah, puisque de toute là, façon, dans tous les cas, les planches de bardage profilées, avec rayon à languette, profil doucine, tout ce qu'on veut, mouchette, etc., on ne on pourrait les brûler au chalumeau en direct, mais certainement pas avec la technique du tube en c'est peinturé. ça. En Mm. fait, on détruit complètement le profil et donc on peut plus les emboîter, etc. Donc, le profil des planches en Yakisugi, ça va être nécessairement ou Yakibois, hein, puisque Sugi, c'est le Sugi Pine, hein, le bois japonais. Le Le Cryptomeria japonica.
Exactement, Cryptomeria japonica, j'en ai un magnifique au jardin, le cristata, voilà. Et puis, et le rosensugi aussi, qui sont très beaux avec des aiguilles enroulées. Et, et en tout cas, bah, ça va forcément être des planches à bord franc, à bord droit. Moi, en règle générale, j'utilise des planches de 22 millimètres d'épaisseur. Donc, on peut utiliser toute largeur, aussi bien des planches type bardage de 220 comme des planches de 145 ou de 90, faire un calpinage avec différentes largeurs de planches, faire du couvre-joint, etc. La technique du couvre-joint, c'est sympathique. Ça consomme beaucoup plus de bois au mètre carré que si c'était en plein en mètre carré. Moi, j'utilise aussi beaucoup le système qui me permet une pose en verticale ou en horizontale, ou même en diagonale, avec une feuillure inversée. Alors Laurent, c'est intéressant ce que tu viens de partager sur les épaisseurs de bardage. Donc toi, tu pars principalement avec des épaisseurs minimum de 22 millimètres pour faire tes bardages Yakisugi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça me paraît idéal parce que non seulement par rapport au brûlage, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique qu'il nous reste allez, 3 à 4 millimètres. Pour les bords, c'est beaucoup plus euh, serein puisqu'on n'a pas il nous reste encore du bois, quoi, tout simplement. C'est ça, ouais, il faut qu'on ait de la matière. Exactement. Tu vas jusqu'à quelle épaisseur généralement? Est-ce que tu as fait des chantiers avec des épaisseurs, je sais pas, de 27 Bon, du 27, au-delà? je l'ai déjà fait, oui. En revanche, au-delà, j'en ai fait pour de l'aménagement intérieur en 27 millimètres. Ça fonctionne plutôt bien. Certaines personnes parlent beaucoup du tuilage aussi, tiens. Ça, c'est une réflexion qui est intéressante à partager. Entre moi, les bois, je les brûle et puis je les mets directement sur chantier, hein, sur des cales. Et puis ensuite, je remets des aiguilles entre chaque planche pour pouvoir les transporter après à l'engin et puis les remanipuler après dans le camion enfin, ça demande beaucoup de manipulation, hein. Là, uniquement dans. Les aiguilles, hein, c'est des petits tasseaux qu'on place entre chaque pile Oui, de exactement. bois Oui, pour laisser exactement. l'air passer Laisser l'air entre les circuler. planches Tout à et fait, puis tout que à fait. le bois puisse se rééquilibrer au niveau de la face brûlée, de la face non brûlée. Exactement, exactement. Donc, au tout début, par rapport au yakisugi, je prenais un arrosoir et puis j'arrosais mes planches. Comme ça, j'avais pas de déformation. Donc, les déformations, on les a le premier jour, hein, ça tuile évidemment, mais tout se rééquilibre dès le lendemain, donc il y a plus de problème. On a des planches bien planes, dès le lendemain. Heu, Même sur du 220, par exemple, les plus grandes largeurs que oui, tu as oui, utilisées. même sur du 220, mon expérience sur l'épicéa, sur le Douglas, ça fonctionne très, très bien. Sur les feuillus, j'ai pas utilisé de largeur aussi grande. Il y a un autre point vraiment important dont on parle peut-être pas assez, c'est l'hygrométrie, hein, le niveau d'humidité du bois, Oui. parce que on me demande régulièrement, est-ce que je peux prendre du bois qui est juste frais coupé, etc. Quelle est ta position sur ça, Ah cette bah, question précise? par expérience, et c'est assez drôle, c'est que, un bois, tombé de scie, un bois frais, qui vient d'être coupé, même en hiver, eh bien, il sera, quasi impossible de le brûler. En fait, il va noircir, ça va pas brûler, l'humidité va ressortir, par la chaleur. On n'aura que de la vapeur d'eau et non pas de fumée. Donc, non, non, ça ne marche pas. Il faut au moins qu'il y ait une siccité à 20. Et même quand on a des bois qui ont été séchés, qui ont repris de l'humidité, je pense au Douglas, des fois, certains résineux, en les brûlant, s'ils sont un peu trop en humidité, tu as déjà dû observer ça aussi, des poches de sève qui vont se mettre à bouillir et à péter, à craquer littéralement. Oui, Et oui, c'est oui très et puis difficile après de brûler ces zones qui tout restent. à Ça fait fait. des petits points Bah, clairs sur on le brûlage. tout à fait, on peut les reprendre, hein, c'est des phénomènes de collapse. En fait, on peut les reprendre directement au chalumeau, modérément, tranquillement et on arrive quand même à les avoir. On arrive quand même à les avoir. Mais du coup, avec une dépense d'énergie et de temps qui est quand même Bah, supérieure par forcément, rapport forcément, à. forcément.
Bon, Bah, la une moyenne, chose, c'est que une bouteille de 22 kilos, ça me fait environ 100 mètres carrés de bardage. voilà. Et donc, ce gaz, tu utilises Du propane, du propane. Parce que le butane, non il y a écologique. et puis il y a un phénomène, c'est qu'il brûle moins fort. Et en Oui, plus, quand on fait du brûlage en série, comme ça, en grand chantier, il décompense beaucoup moins. Donc la bouteille va geler tout à beaucoup fait, plus. Et puis on a tout à une fait, perte de tout à fait. pression dans la bouteille, ce qui fait qu'on n'est même pas arrivé au tiers de la bouteille. On a juste une petite flamme toute misérable au bout du chalumeau. C'est On se dit, ça, qu'est-ce c'est qui se ça. passe? Et en fait, Mmh, c'est mmh, juste un phénomène de décompensation. tout à Alors là, fait. j'en profite pour le redire parce qu'on m'a déjà posé la question plein de fois et j'ai vu une fois les gars de la DDE chauffer une bonbonne. Ils utilisent ces bonbonnes de butane ou de propane pour faire les passages piétons, par exemple, à chauffer la peinture des passages piétons. Mmh Et il y en avait un qui chauffait la deuxième bonbonne avec son chalumeau pour la récompenser, faire parce qu'elle était toute gelée autour. Mmh Et mh, donc, mmh il a mh. chauffé. Bon, ça, franchement, je déconseille vraiment. J'ai Faut toujours cette l'éviter, ouais. image du gars. Ouais, non, non, ça, c'est pas du tout à faire. Donc, le mieux, c'est de. Moi, j'ai une astuce là-dessus sur les grands chantiers comme ça, c'est d'avoir deux bonbonnes et j'alterne en fait. Quand il y en a une qui est bien gelée, je passe à la deuxième. Comme ça, elle a le temps de se reposer, la première, Mmh et mh, on mmh a mh. toujours une pression optimale. Ouais, tout à Donc, fait, tout à fait. d'expérience, toi, tu dis, alors c'est une recharge de 17 kilos, je crois, hein, les grandes bonbonnes. Toi, tu dis 22, c'est les hautes? Non, c'est les bonbonnes Non, mais pour classiques, moi, hein? 22 kilos, c'est les bouteilles de gazinière, hein, classiques, hein, Ouais, c'est les je ça, mais je comprends, crois que pas les petites plastiques, mais c'est ça, je crois que la charge de gaz, c'est 17 kilos, il me semble, sur ces bonbonnes-là, ah, mais c'est possible, c'est possible. peut-être que la Mmh. bonbonne en elle-même fait 5 kilos, ça, c'est fort probable. Ouais, c'est ça, c'est l'addition des 2, ouais. Mmh. Ouais. Donc, du coup, autour de 100 mètres carrés avec un bois normalement sec. Avec un bois normalement sec, oui, oui, tout à fait. Sinon, c'est un peu plus. Alors Laurent, quelles essences tu privilégies dans l'utilisation des bardages de Yakisugi? Tu nous en as parlé un petit peu déjà, pain, etc. Quelles essences tu as eu l'habitude de travailler sur tes chantiers? Ah bah, les essences que j'ai utilisées, effectivement, pin, sapin, Douglas, mélèze, qui est une très belle essence, qu'on a un petit peu de mal à trouver localement, et puis avec évidemment les phénomènes de guerre en Ukraine, et cetera, par rapport à la Russie, bon, bah, on n'a plus il y a plus d'import du tout de mélèze russe. Mais sinon, pas d'ostracisme, hein, je dirais. C'est tout bête, hein, en fait, toutes les essences sont brûlables, toutes les essences, y compris les exotiques. Après, ce qu'on recherche dans le brûlage, c'est d'avoir une esthétique et une durabilité. Donc, après, je dirais que, on peut utiliser toutes les essences de bois. Le truc, c'est, tout dépend où on va les mettre. C'est-à-dire qu'on parlait du boulot tout à l'heure par rapport aux essais qui ont été faits. Ce qui validerait, ça reste du conditionnel, l'utilisation du boulot en classe 3, brûlé, alors que c'est un classe 1. Le frêne, par contre, on sait que c'est pas bon. Bon, bah, dommage, mais peut-être qu'il y a d'autres essences surprenantes, comme, les peupliers, des essences qui sont pas chères, hein, pour faire du bardage, pour être, non seulement on parle beaucoup de réemploi en ce moment, mais, dans, dans l'écologie, dans l'utilisation d'essences locales, plutôt qu'aller chercher des bois, à l'autre bout du monde. Ouais, c'est ça. Ça, ce serait cette base, hein, on en revient toujours à ça, cette base de connaissances communes autour du bois brûlé et des tests qui nous manquent actuellement. Et le but aussi de ce podcast et du futur bouquin sur le bois brûlé, c'est aussi de rassembler, de faire un état des lieux de la connaissance du yakisugi aujourd'hui en France et en Europe, pour pouvoir partager au plus grand nombre et avoir une base commune et ensuite continuer à mener des recherches sur cette technique et sur la durabilité conférée à des essences peut-être étonnantes comme le peuplier, par exemple. C'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir utiliser cette essence-là dans beaucoup plus d'emplois qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bon, plus que la boîte à Donc, camembert, voilà. Mais ton initiative est absolument, fascinante, hein. Je pense que fait partie de cet ensemble d'initiatives et de connaissances qui vont être extrêmement utiles aux architectes, aux maîtres d'œuvre, aux, autoconstructeurs, éco-constructeurs et pour avancer, vraiment aller de l'avant. oui, tout à fait, c'est vraiment dans ce but-là que je mène ce Ah travail, bravo, effectivement. bravo. Ah bah, merci, je le fais simplement et avec le cœur et la passion.
Alors maintenant qu'on a posé qu'on a brûlé nos planches de bardage, l'étape suivante, c'est la pose, donc la mise en œuvre de ce bois sur des bâtiments. Là, on est vraiment sur l'architecture. Euh, quelle pose tu privilégies? Quelle méthode de pose tu privilégies pour que ce soit fait dans les règles de l'art? Eh bien, moi, je suis très obéissant, c'est-à-dire que un architecte fait un dessin avec un bardage vertical. euh, Si ça me convient pas parce que je trouve ça pas très esthétique, je vais lui faire une autre proposition, soit de calpinage, soit de Alors, le calpinage, hein, c'est la répartition de différentes largeurs, par par exemple, exemple, le exactement, motif global de exactement, la façade. voilà, soit changer, dire bon ben un couvre-joint, ce serait pas mal sur ce projet, etc. Soit ça me convient parfaitement. Et puis voilà, donc j'ai pas de prédilection. En revanche, euh, je dirais que tout est permis. On pourrait faire un claire-voie avec du bardage brûlé. Il faudrait être plus attentif sur le traitement des champs, bien sûr, mais ça, il suffit d'empiler nos planches et puis de redonner un coup de chalumeau directement sur les champs, en les retournant à chaque fois, en les mettant par 3 ou par 4 pour des raisons de commodité, de poids, etc. Euh, Oui, parce qu'une chose qu'il faut préciser, c'est qu'à chaque fois qu'on refait une coupe sur une lame de bardage bas brûlé, on doit rebrûler cette coupe, sinon on Officiellement, on doit perd. rebrûler. Voilà. Officiellement, Notamment on doit rebrûler. les coupes basses, les coupes hautes, toutes les découpes qu'on pourrait faire C'est ça. pour adapter cette planche tout simplement à la façade. Tout à fait. Et puis même, par exemple, quand j'utilise des profils à feuillure, imaginons que on se retrouve avec une planche trop courte, on va justement optimiser le bois qu'on a. J'ai un mur de 4 mètres, j'ai une planche de 3 mètres, bon, bah, il me reste un bout d'un mètre, donc je fais un assemblage avec feuillure inversée aussi, que je fais sur place directement à la défonceuse. Bah, je suis obligé de rebrûler sur site effectivement avant la pose. Donc ça demande pas mal de temps de pause, de temps d'exécution. Euh, et ce qui explique aussi son coût. Bien sûr. Ouais. On n'en a pas parlé non plus de ça, du coût final pour un client. Tout à fait. Ça va être, oui, on va aborder ce point-là aussi juste à suivre. Donc, pose verticale, horizontale, les deux sont possibles. Pose avec couvre-joint ou pose à claire-voie. Mhm. Donc, évidemment, on ne fait pas une pose à couvre-joint à l'horizontale. Euh, Bah, si. Couvre-joint alors toi, pardon. Non, non, effectivement, on n'en fait pas. Non, 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 non. En Couvre-joint, c'est diagonale, en vertical. éventuellement. En diagonale, ouais, éventuellement, bien abrité. Mais disons que normalement, effectivement, le couvre-joint, c'est uniquement vertical, traditionnellement en tout cas. C'est ça. On pourrait Et l'inventer, mais on aura du piégeage d'eau. Ce serait pas très c'est sage. ça. Ça va être un peu contre-productif. Est-ce que, alors sur la pose, par exemple, à claire-voie, tu laisses combien en jour entre les lames? Eh ben, on joue entre les lames, ça va dépendre du type de support qu'on a derrière. Est-ce que c'est un pare-pluie anti-UV avec un ATEX qui permet d'avoir, donc un avis technique européen qui permet d'avoir une garantie de durabilité par rapport à l'exposition au soleil. En règle générale, je crois qu'ils sont les deux marques qu'on me propose, hein, Dorken et Salola, bon, vont être à peu près à 25 mm maximum d'entre-lames par rapport au soleil. Je dirais que plus on diminue ce clair-voie, plus on a de garantie d'avoir un support qui dure dans le temps. Après, on peut avoir peut-être des AGPAN, des panneaux compressés qui seront noirs. Ça existe hein, en extérieur, des panneaux qui sont HPV, en tout cas avec un SD inférieur à 1 mètre. On rentre dans la partie très technique hein, du bâtiment, c'est-à-dire la diffusion de la vapeur d'eau par rapport au bâti, fermé à l'intérieur ou vers l'extérieur, diffus vers l'extérieur. Oui, là, c'est effectivement Et toute le bardage l'expertise ne du compte pas, professionnel. le bardage ne compte pas dans ce calcul, hein, puisqu'on a une lame d'air impérative à avoir entre le bardage et le mur. J'ai vu différents sujets traités et questions posées par des autoconstructeurs sur le net qui
euh, qui, de bonne foi, clouaient directement leur bardage sans lame d'air sur leur mur. Ça, c'est catastrophique parce qu'on va Oui, directement au désordre. oui, Il n'y a tout à pas de fait. séchage possible du bois. Il faut que le bois puisse se ventiler. Donc, une arrivée d'air en bas, une sortie en haut. Il ne faut pas oublier la sortie en haut. C'est comme les chatières en couverture. Une chatière en couverture, ça sert à faire en sorte que le bois en sous-face puisse sécher rapidement, juste avec l'humidité de l'air, hein. Une humidité de l'air qui va être assez forte. Si l'humidité est emprisonnée, le bois va finir par pourrir, même s'il est traité en classe 2. Donc, ça va D'accord. diminuer la durabilité de la couverture, alors que on est en ardoise, hein, et l'ardoise va finir par se déliter et mal supporter et passer de 30 ans au lieu de 50. Alors, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Laurent, sur la construction, la mise en œuvre du bardage Yakisugi en architecture, c'est cette histoire de débord de toit ou pas. Moi, je suis toujours un petit peu en questionnement par rapport aux maisons cubes et quand je vois ces maisons sans débord de toit, bah, je me pose la question de comment on finit bien la rive haute et surtout, est-ce que ça n'a pas un impact sur la durabilité du Yakisugi? Au moins en tout cas son aspect esthétique, hein, pas la longévité du bois, mais l'aspect esthétique, quand on n'a pas de débord de toit avec éventuellement une usure prématurée de la couche de carbone. Il y a plusieurs sujets dans ta question. Pour des maisons cubes, en général, c'est en haut des acrotères, on va mettre une couvertine, soit en alu, soit en zinc. Je préconise d'avoir au minimum 15 mm entre l'intérieur de la couvertine et le bois brûlé pour qu'il y ait une goutte d'eau qui n'aille pas sur le bardage. En revanche, la couche de carbone, il ne faut pas forcément se focaliser sur celle-ci parce que euh, c'est normal que ça s'use. C'est normal que ça se patine. On peut avoir des effets de craquellement qui sont magnifiques au démarrage, et puis 20 ans plus tard, avoir un bois qui soit patiné, toujours noir ou grisaillé, qui sera toujours protégé, même s'il n'y a plus forcément sa couche de carbone. Après, tout dépend si on met une huile ou pas. Moi, j'ai posé des bardages avec huile, j'ai posé des bardages sans huile. J'ai aussi préconisé d'en poser pour à des architectes qui ne l'ont jamais fait, en disant c'est pas nécessaire. Et au final, on a un résultat qui est toujours pérenne. Ça fait déjà un bon bout de temps que tu brûles du bardage pour des bâtiments, pour de l'architecture. Quel recul as-tu par rapport justement à ce vieillissement, cette patine dont tu parles? Quelle serait, selon toi, la chose la plus importante à discuter avec les clients, avec les architectes, les prescripteurs, pour bien faire comprendre comment le Yakisugi évolue dans le temps? Déjà, grâce à la technique du Yakisugi, on a vraiment on passe l'inconvénient des bois laissés bruts, comme Mélèze, Douglas, hein, qui vont grisailler avec le temps. Les gens sont très contents au début, c'est une belle teinte orange, magnifique. Et puis finalement, au bout d'un an, 2 ans, ah bah oui, je suis déçu, ça passe au gris. Donc, il faut bien, bien pédagogiquement leur expliquer que au départ d'un projet qui n'est pas brûlé, hein, euh, on va avoir une transformation du bois. On s'exonère complètement de cette dimension, mais qu'on précise aussi aux clients avec le Yakisugi. C'est-à-dire que qu'on aime le noir ou pas, hein, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, hein, qui ne supportent pas avoir une façade noire, hein, je peux le comprendre. Moi, j'adore ça, mais pas eux. Bon. L'avantage, c'est que entre ce qui va être livré et 10 ans plus tard, on n'aura pas de modification ou très peu. Donc, on peut avoir une patine qui se forme sur le charbon. Le charbon peut tomber à certains moments. Si on l'huile, on a plus de durabilité, évidemment, puisqu'on a une cicativité de l'huile qui va permettre de bloquer ce charbon, quelque part, de le coller au bois lui-même, hein. Et l'avantage du charbon, c'est que, évidemment, on sait bien que ça intéresse ni les insectes, ni
Ni les champignons. ni les champignons. Donc, de ce côté-là, on est tranquille. Après, c'est la diffusivité de l'eau, de la vapeur d'eau dont on a parlé tout à l'heure avec les projets avec Bérénice sur sa thèse, qui nous ont permis de voir que c'était quelque chose, un critère très important, la pénétrabilité de la goutte d'eau avec l'angle de la goutte. Et c'est ça qui est vu au microscope pour savoir comment ça pénètre à l'intérieur du bois, qui est assez importante. Et puis, bah, les, je me suis interrogé, moi, enfin, de ma propre expérience, puisque c'est ta question, euh, comment ça vieillit, bah, je trouve très bien. J'ai pas de projet qui m'ont fait de coups d'épée dans le dos. En revanche, j'ai pu, je crois que c'est toi qui m'en as parlé d'un projet sur l'île de Ré où le bardage avait, au bout d'un an, été complètement Passer au lavé, gris. passé au gris, que le charbon était parti. Alors, quelle a été la méthode de brûlage? Est-ce qu'elle a été suffisamment épaisse? Parce que en fait, le brûlage, finalement, ça revient ni plus ni moins qu'à faire une expansion du bois, c'est-à-dire qu'on double, triple, quadruple le volume du bois. Si on mesure vraiment une épaisseur de charbon par rapport à l'épaisseur de planche initiale, on a une planche de 22 mm d'épaisseur, on atteint quasiment 25 avec la couche de charbon. Donc le bois s'expanse. Je crois que c'était un problème avec le Douglas qui, en face sud, donc vraiment exposé aux UV, grise beaucoup plus vite. La pellicule de carbone, en fait, est moins stable que du mélèze ou du Sugi ou d'autres essences. D'après certains tests, bon, voilà, le Douglas résiste bien, mais en face sud, il aurait un grisaillement. Tout dépend effectivement, c'est vrai aussi de la qualité du brûlage et de la profondeur de ce brûlage. Alors sur du Douglas, moi j'ai fait un projet avec une face sud, mais vraiment plein sud, qui a été sur du Yakisugi brossé. Enfin, je dis brossé, ça fait joli, mais en fait, c'est un Karcher à 90 bars qui permet d'enlever la couche de carbone. L'avantage, c'est qu'au niveau de la santé, on est, euh, on est un petit peu mieux parce que les poussières de carbone, hein, c'est la silicose, hein, c'est la maladie des mineurs, donc il faut mieux éviter. Parce que ça fait vraiment beaucoup de particules extrêmement fines. On est dans le nano, hein, donc il faut vraiment s'en méfier. Donc masque quand même impératif lors de la pose de Yakisugi. Enfin, je le préconise, même au niveau de l'acier circulaire, etc. Ça me paraît très important du point de vue santé. Et donc le passage au Karcher enlève la couche de carbone, mais garde le bois noir. Donc j'ai toujours un bois qui est noir. Une fois posé, là, même face plein sud, j'ai pas spécialement de grisaillement. On est sur des zones en Pays de Caux qui sont assez ventées, pluvieuses, euh, avec du soleil forcément peut-être un petit peu moins qu'ailleurs, en tout cas par rapport à Valence, mais, climat normand-breton, quoi. Hein, voilà, on est à peu près kiff-kiff là-dessus. En fait, pas de modification notoire en l'espace de 7 ans. D'accord. Donc ça, c'est un bon recul. Est-ce que tu avais mis quelque chose sur ce bois? Il est brut, juste Il est lavé brut, au Karcher. il n'a pas été huilé. Ok, Juste lavé au super. Karcher, il n'a pas été huilé, il est brut. Super expérience, d'accord. Et donc, on a parlé là de la partie haute et en partie basse aussi. Il y a quand même une mise en œuvre à respecter. Moi, j'avais vu hein, que quand j'avais pas un drain périphérique assez propre, enfin un drain, surtout une surface exempte de terre, hein, j'avais mis en périphérie de ma maison des graviers, mais il y a une partie où j'avais moins de largeur de gravier et j'avais beaucoup plus de projection sur le bas du bardage de terre qui est un peu compliqué à nettoyer. Donc, est-ce que tu as des préconisations à faire sur la mise en œuvre en Alors, périphérie, sur le bas? bien sûr, bien sûr. Sur les mises en œuvre de n'importe quel type de bardage, qu'il soit Yakisugi ou pas Yakisugi, il y a un DTU qui nous encadre particulièrement sur le sujet, qui est en lien avec l'expérience, avec des désordres qui ont pu être constatés, etc. C'est que 15 cm hors sol, point barre.
Mais pour une maison, non, non, il faut pas rigoler. Donc, le premier rang sur 20 centimètres, bah, ça va être soit un parpaing, un stepoc, etc., enduit. Et puis, bah, qui lui va accueillir effectivement tout ce qui est rejaillissement d'eau, comme par rapport à du gravillon, la pluie, aspersion provisoire ou permanente, etc. Des sondes d'eau aussi, hein, d'eau pluviale. Mais à 15 centimètres, pour le coup, on est vraiment sécure, pérenne, et il faut faire ça. C'est très important. On ne peut pas poser un bardage au sol. Ça supprime la ventilation, ça l'humidifie en permanence, même s'il est brûlé, il finira par pourrir. Parce qu'on a une face brûlée et une face qui n'est pas brûlée. Et même si on voulait brûler les deux faces et brûler toute la périphérie, je ne donnerai aucune garantie sur le pied du bardage. Il finira par pourrir si c'est un classe 3. Si c'est un classe 4, on peut estimer qu'il est en contact permanent avec l'eau, donc il n'y a pas de problème. Comme l'IP, le Tatajuba, non, le Tatajuba c'est un classe 3, pardon, donc l'IP, le Kumaru, mais maintenant c'est des essences Massaranduba, qui sont etc. passées en l'IP et Kumaru sont passés en CITES. Hein, donc, ça veut dire qu'avec la COP17, donc ça, c'est fini. Les imports vont être limités à des choses purement, euh, comment dire, indispensables, comme le Pernambouc pour les archetiers de violon. Hein, Ou le palissandre de Rio. alors, le palissandre de Rio, non, parce que c'est 87, hein, le palissandre de Rio, et lui, c'est uniquement des vieux stocks. Hein, euh, il y a l'anecdote qui raconte que le Rio, bon, bah, quand l'interdiction d'exporter est arrivée, bah, dans la province de Rio où pousse ce fameux d'Albergia, eh bien, ils ont décidé de tout couper et mettre du café à la place. C'était plus rentable. On ne pouvait plus faire de commerce avec. Donc, c'est des limites, hein, c'est les apories du raisonnement de la défense de la nature, etc. C'est évidemment souhaitable de protéger les essences, mais en limiter le commerce me paraît plus souhaitable qu'en interdire complètement le commerce. Il m'avait semblé qu'il y avait eu une tentative de mise en place d'une pépinière de Rio, de palissandre de Rio, mais je crois que le projet finalement a jamais été mené à bien, ou Mmh. peut-être a capté des fonds et finalement on n'a pas vu encore la couleur des grumes 40 ans Mmh. après, quoi, donc enfin 35 ans après. C'est Mmh. vrai que ça, Mmh. c'est vraiment complexe. En tout cas, on a le choix. On peut acheter, on peut choisir d'acheter telle ou telle essence, et ça, c'est énorme, sans avoir à demander aux États de légiférer. Et c'est aussi une question importante, je trouve, autour du yakisugi, c'est que ça permet, si le yakisugi peut permettre de valoriser des essences locales dont on a parlé, comme les essais qu'il y a eu avec la Fibois, Centre-Val de Loire, sur le chêne, ou le peuplier, ou le bouleau, ou d'autres essences locales, bah, on aura quand même fait un pas en avant vraiment intéressant, et de valoriser cette filière bois française ou européenne Et qui mérite. ou mondial, puisque je donne juste un exemple, sur les 12 000 essences disponibles en forêt guyanaise, combien sont exploitées? 20. Non, 3. Le gonfolo, l'IP, un peu de wapa, et puis c'est tout. Et c'est surtout le gonfolo qui est privilégié parce que c'est un bois de construction classe 4 qui est intéressant et stable. Mais après, bah, les autres, c'est anecdotique. Et pourtant, il y a quand même pas mal de bois qui sont disponibles. Alors, quand on coupe un hectare de forêt, je pense au Brésil, où on va avoir le même type de taxonomie, si on brûle un hectare de forêt, on va prendre ce qui est intéressant commercialement, les IP, les Kumaru, les Massaranduba. On Ouais, vide le truc. Il y a il y en a un arbre de chaque, 3-4 à l'hectare, c'est ça. 3 à 4 hectares, exactement. Eh bien, peut-être qu'on va brûler des bocaux, Mm. BOCO. Hein. On va peut-être brûler Du le pas, bois canon, le bois canon qui est un bois qui pousse très très vite. C'est un genre de pissenlit. Hein. C'est un arbre pionnier. Hein. C'est une plante pionnière en forêt guyanaise, par exemple, ou même brésilienne. On va se retrouver peut-être avec c'est quand même un bois qui est spongieux, certes, qui n'est pas très dur, mais qui pourrait être valorisé autrement. Donc, il y a énormément de valorisation à faire partout dans le monde sur toutes les essences et pas uniquement se focaliser sur les essences commercial classique.
ce qu'on appelle les essences fines, c'est-à-dire uniquement ce qu'on connaît. Comme un menuisier ébéniste, un ébéniste, pendant toute sa vie, va travailler allez, du chêne, Du du sapin, hêtre. du hêtre et du niangon ou de l'iroko. Et puis, bah, passer ça, le reste, c'est que de la découverte. Même des charpentiers vont travailler du chêne, de l'orme et du sapin et d'autres essences, ils vont pas les connaître. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est d'essayer de partir du consensus que la nature est. Il y a pléthore d'essences diverses et variées et que on peut faire pour chaque essence des pas incroyables. Et de l'interdiction de l'IP et du Kumaru vont nous faire apparaître d'autres essences classe 4 qu'on ne connaissait certainement pas. Valoriser, diversifier. Exactement. C'est comme l'alimentation, quoi. Si on mange trois grands aliments, que des pommes de terre, du riz et du blé, ben, ça Mhm. fait pas une bonne santé non plus, quoi. Bah, quand on voit qu'un un Moabi en Afrique va produire ses premières graines qui vont être une source d'huile pour les femmes Les pygmées, locales au bout de 50 ans seulement, quand l'arbre est mature, bah, en fait, c'est un gros producteur de fruits, donc économie locale certaine, bah, malheureusement, il est coupé. Donc voilà, faut veiller à tout ça, ça me paraît très important. Et puis, voilà, et en quel est plus, on se retrouve à tousser à l'atelier avec le Moabi, qui est un bois extrêmement irritant pour les alors, bronches. Euh, plus que tousser, c'est-à-dire avoir le nez complètement plein, ça, le Moabi, à chaque fois que j'en ai travaillé, ça m'a donné des irritations nasales considérables. ah On oui, se moi mouche aussi. tout le temps, quoi. Ouais, donc Ouais. masque obligatoire, c'est important, quoi. Je voulais revenir pour terminer sur la goutte dont tu parlais dans les tests que tu as menés. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment se comportaient les différents brûlages, les différentes couches de carbone avec cet apport d'eau dans les tests que vous avez réalisés avec Bérénice? Alors, je vais préciser quand même que Bérénice et son équipe, ils étaient trois, ont mené cette étude. Tu en avais eu copie, je crois, hein, aussi, hein. Oui, Donc, le test de la goutte d'eau, moi, je l'ai découvert dans cette étude. J'ai trouvé ça fascinant et vraiment intéressant effectivement de mettre une toute minuscule goutte d'eau qui va être étudiée au microscope pour en mesurer l'angle et comprendre par là la pénétration de l'eau. Si la goutte est aplatie, bah, elle a plus de pénétration dans le bois que si elle est quasiment un globe qui va rester une sphère parfaite. On parle de gouttes d'eau type vapeur d'eau. On ne parle pas d'une goutte d'eau mis à la seringue. On parle vraiment de micro-gouttelettes. c'est ça, micro-gouttelettes. Des micro-gouttelettes qui vont être vraiment étudiées au microscope et puis avec un comparateur bah, maintenant par informatique hein, après photo pour en connaître l'angle, on va obtenir le point en fait c'est marrant parce qu'on pourrait ça pourrait se comparer à la dureté en Monin ou en Mohs pour la pierre ou pour le bois avec le test de la bille. C'est-à-dire qu'on va faire pénétrer une bille dans le bois par pression avec 19, 20, 40, 150 tonnes et voir de comment ça s'écrase. Et on va obtenir une dureté du bois qui va, ou des aciers, etc., qui vont nous permettre de De connaître leur placer, dureté, voilà, de de placer classer les cette dureté. matériaux. Et Là, on est sur un phénomène, je trouve, similaire, sauf que c'est une goutte d'eau qui va permettre d'étudier l'absorption du bois, alors qu'on pourrait se dire que le carbone, bah, ça reste du carbone, donc ça va absorber l'eau de la même manière. Et bah, pas du tout. En fait, il y a une sorte d'étanchéité naturelle au carbone qui est assez incroyable. Et suivant l'essence, on va avoir une étanchéité différente. Et pour moi, tout ça, il y a un travail de fond à effectuer, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permettrait d'en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il y a de la recherche à faire, c'est évident. est-ce que tu as constaté ça aussi, qu'un bardage comme ça en bois brûlé, euh, qu'il soit brut ou huilé, mais surtout en bois brut, euh, on voit après une pluie que ça sèche assez vite. Il y a un réessuyage de la surface. Est-ce que tu as constaté ça ou pas? Ah bah, ce que je constate, c'est qu'il suffit de faire le test soi-même, hein. On prend une planche qu'on vient de brûler, et puis
euh, on passe l'arrosoir dessus ou un jet d'eau et en fait, ça ruisselle. Ça ne pénètre pas. Ça pénètre pas, ça coule dessus naturellement. Donc, véritablement, on sait que on prend un morceau de charbon pour barbecue. Allez, on va le balancer dans une bassine d'eau. Ça donne quoi? Il flotte. Il flotte. Il coule pas. Bon, on dira oui, mais le bois flotte. D'accord. Mais en même temps, la pénétration du charbon dans l'eau va pas être à deux tiers, mais vraiment à peine un quart de sa surface. Et en même temps, ça dépendra de la densité du charbon. Donc, est-ce que ça vient du chêne? Est-ce que ça vient d'un bois exotique, etc. Il faudra faire aussi des tests là-dessus, sur juste le charbon, en fait, de chaque essence, plus qu'avoir un échantillon type Yakisugi avec un cœur franc, un cœur de bois, et puis ensuite le charbon. Parce que le cœur, on sait l'identifier, on connaît sa durabilité déjà, alors que le charbon de chaque essence pourrait être analysé de manière beaucoup plus large en faisant le charbon de chaque essence pour voir ça pourrait donner. Il suffit d'une cocotte minute qu'on met avec du bois sans eau, hein, qu'on met sur un feu, et puis on revient quelques heures après une belle fumée bleue, et on a du beau charbon à cœur. Et on pourra le faire avec un morceau de bois exotique, avec un morceau de bois local, avec du peuplier, avec tout ça, et puis faire ensuite les essais physico-chimiques qui me paraissent indispensables pour véritablement donner la véracité de notre démarche. Voilà. Est-ce qu'on est dans le vrai ou pas? Ça, Tout à fait. Ouais, c'est ça. Il faut toujours se méfier aussi de nos propres travers et de ce qu'on a envie de voir arriver et confirmer dans les études. Donc, il faut aussi que d'autres personnes en dehors de notre secteur puissent, je pense, tout se à fait. saisir de ces recherches-là et nous aider à garder une objectivité par rapport aux résultats. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Laurent. C'était déjà très, très riche. Est-ce que tu as Merci à toi. quelque chose d'autre à partager? Euh, Est-ce qu'on pourrait obtenir avec des essences comme le hêtre brûlé, comme on l'a fait avec le bouleau, et ça c'est mon regret de l'étude, c'est de ne pas avoir donné d'échantillon de hêtre pour valider que le hêtre peut être classe 3 ou 4 même avec Avec du la technique brûlage. du Yakisugi. Hmm. Ça me fait penser à une dernière chose aussi. Du coup, tu as, je crois, déjà mis en œuvre du yakisugi en toiture, hein. Alors, non, c'est un projet. C'est un projet. L'idée, c'est de brûler des bardeaux de bois qui seraient d'essence moins durables que le châtaignier ou le chêne, utilisés traditionnellement dans nos régions. En tout cas, en Normandie, c'était le chêne traditionnellement. Dans la Creuse, le châtaignier. On a diffusé véritablement le châtaignier un peu partout, mais traditionnellement, ici, en Normandie, c'était le chêne. Eh bien, euh, avec des essences plus fragiles, en les brûlant, voir ce que ça donne. Alors, la problématique, c'est de les brûler. Donc, est-ce qu'on part sur du brûlage avec des Du brûlages feu, électriques avec comment dire, les essais qui ont été faits avec Pia? avec Pia et le four à émetteur. Exactement, le four à émetteur. Alors, j'ai pas mal échangé avec le fabricant. C'est intéressant, mais limité par rapport à la puissance en fait des émetteurs et à l'amenage. C'est-à-dire qu'on a un amenage qui serait très lent et La vitesse de convoyage, hein, des bardeaux à exactement. l'intérieur du four. Exactement. Et au final, on est mieux avec du gaz, plus rapide en tout cas. Il y a des essais qui ont été faits par un ami architecte, Marc Gosselin, sur un four solaire à pain qui est mobile qu'on peut sur essieu qui est absolument incroyable, hein. Il arrive à 500 degrés dans son four, hein, juste avec le soleil. Évidemment, on est en Normandie, donc c'est pas tout le temps, mais voilà. Il arrive à faire ses cuissons quand même, et il a fait un petit essai avec une planche de Douglas pour voir comment ça brûlait, et ça brûle très bien et très vite. Donc il y a vraiment un potentiel aussi à faire là-dessus, sur le bois brûlé, avec ce type de four solaire.
Et ça, on va en parler très certainement dans un des prochains épisodes du Ça, podcast Yaki il quoi. faut. Oui, oui, il faut, c'est intéressant parce que on n'a pas 36 000 moyens de brûler le bois, hein, soit avec une allumette, hein, avec un grand brasero, mais on contrôle rien, soit avec le brasero, mais c'est très long, soit avec le chalumeau, et on est assez, c'est la technique, je dirais, la plus fiable, puisqu'on contrôle assez bien les choses, et puis ensuite, les émetteurs, et puis après le Le fort solaire. solaire. Ouais, tout à fait. Ouais, Et vraiment ça, c'est intéressant. vraiment très intéressant d'un point de vue économique, écologique. On est vraiment en plein dedans là. C'est génial. Tout à fait. Je crois que j'ai entendu déjà au moins deux tests de four solaire pour le Yakisugi. Donc, on va se pencher sur cette thématique très prochainement. Merci beaucoup, Laurent. Eh bien, Ça a merci à été toi, vraiment merci à un toi, Guillaume. échange incroyable. Je pense que tous ceux qui vont écouter ce podcast, qui ont écouté ce podcast, vont adorer tout ce que tu as partagé parce que on a vraiment brossé toute la thématique du Yakisugi depuis la planche jusqu'à la mise en œuvre et avec beaucoup de conseils techniques qui sont vraiment importants, que ce soit pour des prescripteurs ou bien des autoconstructeurs. Donc là, vraiment, c'était un concentré d'infos incroyable. Merci beaucoup, Laurent. Je te dis à très, très Merci bientôt. encore à toi, Guillaume. Et puis au Et à très plaisir de se bientôt. revoir sous le soleil de la Normandie. Et je vous remercie tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Yaki Quoi, le podcast enflammé qui vous dit tout sur le Yakisugi. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt, au revoir.